Bien, Monsieur le chancelier, cher Xavier Darcos, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, cher Jean-Robert Pitt, Monsieur le Président, cher Yvon Gattaz, Monsieur le Président, cher Bernard Arnault, Mesdames et Messieurs les académiciens et académiciennes, Mesdames, Messieurs, je suis évidemment très heureux d'être parmi vous ce matin, fidèle au poste, comme je le disais à Yvon Gattaz en arrivant, puisque c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années que j'essaye de répondre présent à chaque fois que vous me sollicitez sur ce sujet qui fait partie des sujets les plus importants de la société française. Il y en a quelques autres, mais celui-ci est, à mes yeux, l'un des plus importants, puisque nous avons un scandale français que nous connaissons tous très bien, malheureusement. Et ce scandale français, c'est que nous avons le chômage des jeunes, d'un côté, et puis des emplois non pourvus, d'un autre côté. Et nous sommes un des rares pays d'Europe à être dans une situation si accentuée quant à ce phénomène. C'est évidemment un scandale à double titre. C'est un scandale pour chacun des jeunes qui a ainsi raté des opportunités à cause de notre mauvaise organisation, mais aussi un scandale pour notre pays dans son ensemble, qui se retrouve devant des difficultés économiques et des difficultés sociales corrélatives à ce phénomène. C'est donc une situation tout à fait anormale, et comme toute situation anormale, elle n'a pas vocation à perdurer, même si, bien entendu, les remèdes sont forcément des remèdes de court terme, moyen terme et long terme. Et je pense qu'au travers de certaines réformes auxquelles on vient déjà de faire référence, il y a évidemment une piste. Et cette piste, nous avons commencé à l'entreprendre. Et c'est vrai que c'est l'éducation nationale qui est concernée en premier lieu. Pas à tous égards, parce que tout le monde est concerné. Vous êtes tous concernés, et si vous êtes là, c'est certainement que vous êtes déjà actifs sur ce sujet. Mais l'éducation nationale est concernée pour des raisons chronologiques. C'est l'éducation nationale par qui tout commence, et notamment la formation des enfants, des adolescents, dans un sens qui va leur permettre d'être préparés tout simplement à leur vie future. De ce point de vue-là, le fait d'avoir comme première priorité l'école primaire n'est pas sans relation avec nos thèmes d'aujourd'hui. Il est évident que les 4 piliers que j'énonce en permanence, c'est-à-dire lire, écrire, compter, respecter autrui, ont une relation avec notre sujet. S'il n'y a pas ce socle-là, il n'y aura pas le reste. Et nous avons évidemment entrepris d'aller très loin pour qu'on n'ait plus ce scandale des 20% de jeunes qui sortent de l'école primaire sans bien maîtriser les savoirs fondamentaux. En réalité, ce point est à mettre en relation aussi avec les autres pourcentages de chômage, de difficultés sociales. Et j'observe d'ailleurs qu'il y a une certaine correspondance entre des chiffres qu'on observe dès le début de l'école primaire sur les élèves en difficulté, puis ceux qu'on observe à la fin de l'école primaire, puis ceux que l'on observe ensuite lors de l'entrée dans la vie active. On doit donc réussir à être extrêmement actifs en la matière, et nous nous sommes fixés, vous le savez, de réduire les inégalités et d'augmenter le niveau. Ce sont d'améliorer le niveau général. Ce sont mes 2 objectifs très simples, élever le niveau général du pays et réussir la justice sociale. Et l'un va avec l'autre. Lorsque l'on dédouble les classes de CP et de CE1 dans les territoires en difficulté, correspondant à peu près à 20% d'une génération, et cela va concerner donc 300 000 enfants à la rentrée prochaine, 2 fois 150 000 en CP et en CE1, eh bien on fait une action évidemment de justice sociale, c'est évident, mais aussi d'élévation du niveau général, parce que si ces 20% d'enfants réussissent à avoir le même niveau que les 80 autres pourcents, en réalité, on aura déjà été à la base des solutions, des problèmes que nous rencontrons. Nous devons aussi développer une culture de l'engagement. Lorsque je dis respecter autrui, il y a quelque chose que nous avons rajouté après lire, écrire, compter, qui a trait à des compétences fondamentales d'une personne, d'un citoyen, d'un professionnel. Je pense notamment à ce que nous valorisons maintenant à l'école primaire, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, le fait qu'il faut mieux gagner à plusieurs que tout seul. Et l'expression « école de la confiance » vient indiquer cela. C'est-à-dire nous voulons un enfant qui aille à l'école en confiance, en faisant confiance aux autres et en se faisant confiance à lui-même. Nous savons que c'est un point faible de la France, et une série de mesures qui ont été prises ces derniers temps vont toutes dans le même sens. Encore une fois, il y a un impact indirect de beaucoup de mesures que nous prenons sur le sujet que nous traitons aujourd'hui. Lorsque nous faisons la rentrée en musique, nous envoyons un message sur le fait de désinhiber chaque enfant. Nous envoyons aussi un message sur l'harmonie. Lorsque nous instaurons un grand oral solennel à la fin du baccalauréat, nous disons quelque chose sur l'expression orale et la nécessité de savoir s'exprimer, mais aussi de savoir écouter, de savoir argumenter.
Lorsque nous valorisons le sport, nous développons évidemment cette culture collective et cette culture de l'engagement qui est essentielle. Donc derrière ce respecter autrui, il y a en réalité un projet de société, et ce projet de société va de pair avec la préparation de nos enfants à leur réussite future et aux compétences qui sont attendues dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. C'est un enjeu essentiel, et encore une fois, s'il n'y avait qu'une seule chose, ce serait celle-là. Je pense que si nous réussissons sur ce point, et je pense que nous allons réussir, alors toute une série de cercles vertueux seront enclenchés, et d'une certaine façon, le reste, dans ce cas, va de soi. J'attache évidemment beaucoup d'importance à plusieurs dispositions de la loi qui est en train d'être votée. Nous avons une commission mixte paritaire conclusive. Je crois que peut-être la première fois de ma vie où j'ai entendu ce mot, ça devait être dans la bouche de Pierre Delvolvé, que je salue, puisqu'il a été mon professeur de droit public. Mais en tout cas, cette commission mixte paritaire a été très intéressante parce qu'elle nous a permis de consacrer un certain nombre de points qui vont dans le sens de ce sur quoi nous allons échanger aujourd'hui. Je pense à la consécration de l'école maternelle. L'instruction obligatoire à 3 ans est un signal que nous envoyons sur ces premières compétences dans la vie, les compétences de coopération en particulier. J'ai eu le plaisir au Sénat de demander aux sénateurs, dans un moment qui était un moment plus, je dirais, académique que politique, combien d'enfants étaient scolarisés au moment de la loi Jules Ferry de 1881. C'est en général un chiffre qu'on n'a pas, puisqu'on vit tous dans l'idée qu'il n'y avait pas l'école un jour, et le lendemain, il y a eu l'école. Au moment de la loi de 1881, 91% des enfants de France, et d'ailleurs Guizot n'était pas étranger, et Victor Duruy non plus, évidemment, mais 91% des enfants de France étaient déjà scolarisés. Et le fait de scolariser 100% des enfants est évidemment extrêmement important. Dire que 91% des enfants étaient déjà scolarisés, ça n'est absolument pas minimiser l'importance de la loi Ferry. C'est juste dire que la loi Ferry est importante à 2 titres. Elle est importante pour les 9% d'enfants qui n'y allaient pas. Ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui sont allés à l'école grâce à ça. Mais elle est importante tout autant quant au cadre qu'elle fixe. D'un seul coup, c'est un message à l'ensemble de la nation qui est « tous les enfants doivent aller à l'école à partir de 6 ans » et l'école est fondamentale si on veut une véritable république. Eh bien, avec l'instruction obligatoire à 3 ans, on a un message de ce type sur l'importance de l'école maternelle, l'importance des premières années de la vie en réalité, et c'est aussi le message qui a été celui du président de la République lors de ses annonces à la sortie du grand débat, avec en plus d'autres annonces comme la limitation à 24 des élèves par classe en grande section, en CP, en CE1, sur tous les territoires de la République, et aussi l'appui aux écoles primaires rurales. Je ne développe pas ces points-là, ça nous emmènerait trop loin, mais encore une fois, je veux dire à quel point tous ces points sont la matrice du reste. Alors, le reste est évidemment essentiel aussi. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de réformes ont été engagées, notamment à l'âge du lycée, et vous le savez, c'est dans l'actualité, d'autant plus que nous sommes à l'issue d'une semaine l'année dernière, et je me réjouis que le baccalauréat ait eu lieu la semaine dernière et pas la semaine prochaine, à plus d'un titre, mais nous sommes à l'issue d'une semaine qui aurait pu être chaude à certains égards, et qui nous a montré à quel point le baccalauréat était un sujet sensible dans notre pays, et qu'au moment où nous nous apprêtons à rentrer dans une grande réforme du baccalauréat, et je le dis devant Jean-Robert Pitt qui a beaucoup réfléchi, avec qui nous avons beaucoup échangé sur ces questions, et bien au moment où nous nous apprêtons à rentrer dans cette grande transformation, il y a évidemment encore beaucoup de débats, et c'est pour moi donc un plaisir aujourd'hui d'expliciter un tout petit peu ce qui se joue au travers de cela. La réforme, elle a plusieurs dimensions. Elle concerne le lycée professionnel, aussi bien que le lycée général et technologique. Et j'ai toujours plaisir à commencer par le lycée professionnel. Je l'avais fait d'ailleurs devant Bernard Arnault il n'y a pas très longtemps pour expliquer que nous avions une stratégie qui consistait à rendre le lycée professionnel aussi attractif que les 2 autres lycées. Ce sont évidemment des objectifs qui ont souvent été affirmés dans le passé. Nous voulons nous donner les moyens d'y arriver réellement. Lors de la préparation de cette réforme, j'ai parlé de Harvard du Pro. C'est cette idée d'avoir de véritables campus professionnels attractifs où on a envie d'aller à l'issue de la classe de 3e, non pas parce qu'on a eu un mauvais bulletin de notes en 3e, mais parce que cela fait envie. Pour avoir des Harvard du Pro, il faut 3 conditions, et nous y avons travaillé avec les régions de France. Il faut d'une part avoir des lieux physiques dignes de ce nom, et c'est pourquoi nous y travaillons avec les régions, mais c'est pourquoi
les entreprises, et notamment les grandes entreprises, mais aussi les réseaux de PME, sont très concernés par un tel objectif. Nous pouvons avoir demain, et c'est d'ailleurs un petit peu dans les tuyaux, des grands campus de luxe, par exemple, avec des baccalauréats professionnels en même temps que des CAP, que des formations du supérieur, que des laboratoires, que des incubateurs d'entreprises, que des centres d'apprentissage, bref, des lieux qui rassemblent plusieurs institutions autour d'un thème qui fait envie et qui sont de vrais lieux, des lieux où on se sent bien. Et j'ai été récemment, par exemple, il y a quelque temps, dans un campus du cuir en Dordogne, qui, je pense, est relié, enfin, je passe pas, je le sais, très relié à vos activités. Nous avons ainsi à mailler le territoire de lieux qui font envie et qui ne créent pas une césure entre le monde de l'enseignement professionnel et le monde de l'enseignement général. Si nous réussissons cela, nous réussirons quelque chose de très important, parce que nous sommes depuis un certain temps maintenant entrés dans une logique de formation tout au long de la vie, où on ne doit pas dire à 16 ans à un jeune que son destin est tout à fait prédéterminé en fonction des résultats scolaires à un moment donné. Pas plus à 16 ans qu'à 18 ans, qu'à 20 ans. Nous sommes dans un monde de passerelles et il va de soi que les parcours professionnels doivent mener à toutes sortes de destins, que ce soit un travail, une insertion professionnelle assez immédiate, qui très souvent est parfaitement souhaitable, que ce soit un parcours plus long, que ce soit des reconversions tout au long de la vie. Je pourrais multiplier les exemples de destins individuels que je vois tous les jours et qui montrent à quel point on a de très belles réalisations par ce type de parcours. La réforme de la voie professionnelle, c'est aussi l'identification des grandes thématiques d'avenir. Les métiers changent considérablement en ce moment même. Deux grandes révolutions sont des révolutions de nos sociétés et de nos économies en ce moment même et ont évidemment un impact sur les métiers. Je pense à la révolution numérique, dont il faut parler d'ailleurs au pluriel, et pour laquelle l'enseignement professionnel est particulièrement adapté pour être innovant aussi bien quant au fond que quant à la forme pédagogique. Et puis je pense à la révolution écologique, avec tous ces enjeux et tous les métiers, par exemple les métiers du bâtiment ou les métiers de l'énergie, qui sont en plein renouvellement et en plein renouveau d'attractivité. Nous participons à la semaine de l'industrie qui a lieu chaque année, pour prendre un exemple, dans laquelle nous nous efforçons de montrer à tous nos élèves, et tout particulièrement aux jeunes filles d'ailleurs, à quel point l'industrie a changé et à quel point l'industrie du XXIe siècle est très numérique, très différente dans ses processus de travail et très attractive et offrant de très belles carrières, alors même que notre pays se remet à créer des emplois industriels et rencontre plutôt des problèmes aujourd'hui pour trouver des jeunes qui veulent travailler que pour créer ces emplois. Donc la réforme du lycée professionnel envoie ces messages-là sur la notion de campus et donc de regroupement aussi d'institutions, sur les thèmes d'avenir et puis enfin sur l'évolution pédagogique. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la réforme, mais c'est très important de signaler qu'elle va vers une personnalisation beaucoup plus forte des parcours. On doit pouvoir faire désormais un CAP en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans selon son profil. On rencontre de plus en plus de gens qui ont un master et qui vont ensuite faire un CAP. C'est une des illustrations de cette formation tout au long de la vie qui fonctionne dans tous les sens. Et quelqu'un qui est dans cette situation peut faire son CAP en 1 an. On doit avoir ainsi une souplesse et une relation avec les entreprises qui doit être d'une fluidité que je crois nous avons commencé à organiser et qui se réalise dès la rentrée prochaine, puisque c'est une réforme qui commence à la rentrée prochaine. Et puis il y a la réforme du lycée général et technologique. Elle est en général plus connue parce qu'elle fait l'objet de plus d'attention en France de manière générale. Et cette réforme est aussi importante quant au signal qu'elle envoie dans la relation entre les jeunes et l'entreprise. Elle est importante d'abord parce qu'elle permet d'avoir de nouvelles disciplines et de nouvelles approches qui ont un rapport avec la vie professionnelle future. Le point le plus notable, c'est probablement l'émergence très forte des sciences numériques et informatiques dans la nouvelle organisation. C'est un point qui a été peu souligné dans les médias, mais nous avons littéralement créé une discipline nouvelle, un enseignement de spécialité qui s'appelle donc numérique et sciences informatiques, et qui fait que nous allons avoir beaucoup plus d'élèves très préparés dès l'âge du baccalauréat aux futures carrières numériques. Et c'est aussi un moyen pour nous d'avoir plus de jeunes filles qui vont aller vers le numérique, alors que nous savons qu'il n'y a que 5% de femmes dans les start-up aujourd'hui en France, ce qui est là aussi à la fois un problème sociétal et un problème économique. Nous avons aussi évidemment toute une série de transformations, dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer, mais qui permettent de faire évoluer à la fois notre approche de l'économie et l'évolution de la relation avec l'entreprise. Un des points les plus notables
est l'évolution des programmes d'économie, de sciences économiques et sociales. C'est évidemment quelque chose qui a fait l'objet très souvent de dialogue avec l'Académie des sciences morales et politiques au cours des dernières années. Nous avions tous le sentiment qu'il fallait avoir un rééquilibrage si nous voulions parler de l'entreprise en des termes concrets à nos élèves. Et c'est, je crois, ce qui se passe désormais avec les nouveaux programmes. Et c'est un sujet que nous sommes heureux de voir aboutir après tant d'années de réflexion sur ce point. J'invite chacun d'ailleurs à regarder les manuels qui viennent de sortir. Les manuels de seconde et de première sont sortis. Et si vous les comparez avec les manuels des années précédentes, vous verrez le saut extrêmement important qui vient d'être fait. Et ce point-là, nous le savons tous, n'est pas du tout négligeable, puisque c'est évidemment la vision même que notre pays entretient de l'entreprise, et notamment la vision que les jeunes entretiennent, qui est en jeu derrière tout cela, avec donc plus de place accordée notamment à la microéconomie et à la vie de l'entreprise dans ces programmes. Avec cette réforme va aussi une réforme de l'orientation. Nous sommes là sur l'un des points clés du futur et l'un des points clés qui intéresse l'association Jeunes et Entreprises. Parce que nous devons évidemment avoir une vision beaucoup plus en continuum de ce qu'est cette orientation. Nous avons déjà franchi un pas important en décidant, au travers de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de confier une responsabilité supplémentaire aux régions en la matière. Nous sommes donc désormais dans un duo région-éducation nationale extrêmement resserré pour arriver à être plus efficace dans l'information et l'orientation que nous donnons à nos jeunes. C'est déjà un enjeu de temps consacré à cela. 12 heures en quatrième, 36 heures en troisième, désormais 50 heures en lycée général, 100 heures en lycée professionnel, pour que les entreprises, les filières de l'enseignement supérieur puissent venir dans les établissements, collèges et lycées, parler de ce qui constitue le futur de ces élèves. Nous organisons cela en ce moment même avec les régions. Certaines régions sont particulièrement en pointe. Je ne vais pas trop les citer, mais quand même, la région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, s'est préparée de longue date à entrer dans ce nouveau type de compétences. Et vous allez voir un changement considérable au cours de l'année 2019-2020 par rapport au passé. Mais nous avons dans la salle la rectrice de Lyon, qui, là aussi, a travaillé beaucoup avec la région pour arriver à des progrès importants. Nous avons, dans chaque région de France, en réalité, un dialogue qui a commencé à s'installer et qui doit nous permettre de changer cela. J'ai signé tout récemment, avec l'Association des régions de France, un cadre national de référence qui fixe cette nouvelle logique dont nous attendons évidemment beaucoup. Et puis enfin, aujourd'hui, je voudrais souligner ce que nous faisons avec l'association AJE, parce que ce que nous signons avec AJE est en fait très significatif de ce que l'éducation nationale veut faire de manière générale sur ces questions. Nous avons, dans ce nouveau contexte de l'orientation, nous comptons évidemment beaucoup sur l'association. D'abord, au travers de l'accord de coopération pluriannuel que nous renouvelons donc pour les 5 années à venir, nous voulons valoriser la plateforme que vous mettez en place, parce qu'elle dessine une perspective très intéressante, avec des expérimentations déjà menées dans plusieurs rectorats et qui nous montrent que c'est évidemment très prometteur quand on met des ressources en ligne pour que les élèves puissent voir très concrètement des témoignages de chefs d'entreprise, des témoignages d'entrepreneurs, de personnes du monde du travail et qui vont leur permettre donc de nourrir ces temps de l'orientation. Il y a aussi le développement des stages, qui est un sujet essentiel. Le président de la République a demandé à ce qu'au moins 30 000 stages de troisième soient proposés à des élèves de milieux défavorisés. Nous avons ouvert une plateforme qui s'appelle monstagedetroisième.fr, qui doit permettre de compenser les inégalités qui résultent de l'absence de réseau familial pour des milliers d'élèves comparés à d'autres. Et bien entendu, l'association peut nous aider considérablement pour trouver ces stages et les fournir, mais aussi pour animer en collège ce que nous disons aux collégiens sur l'entreprise. Nous devons maintenant élargir le réseau d'écoles partenaires de l'AJE et ajuster au mieux les actions proposées aux besoins des établissements. Bien entendu, si je suis là aujourd'hui et si nous signons cette convention, c'est pour dire ce soutien complet à l'action d'AJE et le fait que nous pouvons encore élargir l'action. Je veux dire à quel point nos professeurs y sont de plus en plus près, contrairement à ce que parfois on peut penser. C'est quelque chose qui va aussi être beaucoup plus présent dans notre formation initiale
et dans notre formation continue, au travers des réformes qui sont menées de la formation initiale des professeurs et la formation continue des professeurs. Nous sommes en particulier très favorables aussi à des stages pour les professeurs en entreprise, et puis à cette fluidité entre les deux mondes. Ce sont deux mondes différents, et il faut qu'ils soient différents. Ils ont des logiques différentes, correspondent à des fonctions différentes, et on doit se réjouir de ces différences. Mais la différence ne signifie pas le cloisonnement. Et donc, il est évident que nous devons favoriser les parcours. J'observe que nous avons d'ailleurs de plus en plus de professeurs qui sont en seconde carrière, c'est-à-dire des personnes qui ont d'abord eu une carrière dans l'entreprise, puis qui décident d'être professeurs. Ces personnes sont très précieuses dans notre système aujourd'hui et sont en grand nombre. Nous avons aussi le cas inverse. Et il faut favoriser cela. Et cela doit devenir de plus en plus naturel. De même, on doit proposer des stages dans le cadre de la formation initiale et dans le cadre de la formation continue, de façon à ce que la vie de l'entreprise soit connue de manière très concrète par nos acteurs. Je suis extrêmement optimiste sur ces sujets. Je pense que nous avons des progrès considérables à faire, que nous partons d'une situation qui n'est pas bonne, mais que nous avons déjà de premiers progrès. Je veux par exemple évoquer là les progrès que nous faisons pour l'apprentissage. J'ai plaisir à dire que la mesure qui a eu le meilleur rapport temps-efficacité pour moi en 2017-2018 a été le fait de dire à tous les principaux de collèges de France qu'il ne serait plus évalué sur le nombre d'élèves qui partent en voie générale, en voie technologique, en voie professionnelle ou en apprentissage à l'issue de la classe de 3e. Ce simple fait, donc qui m'a pris, vous voyez, le temps de le dire, a permis d'avoir plus 40,5% de premiers vœux en apprentissage à l'issue de la classe de 3e et plus 5% dans l'enseignement professionnel. Ce qui a démontré au passage que et l'un et l'autre pouvaient croître ensemble et que nous n'opposions plus, ce que nous avons montré Muriel Pénicaud et moi-même par nos liens évidents dans la préparation de nos travaux respectifs, que nous n'opposions plus l'enseignement professionnel et l'apprentissage, mais qu'au contraire, nous les entremêlions davantage. Et que surtout, nous valorisions évidemment chacune des filières, parce que chaque élève est un cas particulier, et chaque élève doit trouver sa voie au travers d'un vaste éventail de possibilités que l'éducation nationale, en lien avec le reste de la société, doit pouvoir lui proposer. Donc cet optimisme se base sur quelques premiers bourgeons, sur quelques progrès très concrets que nous commençons à faire, mais qui sont encore évidemment à leur tout début et dont les véritables fruits se verront sur la durée. C'est pourquoi je vous remercie d'être ce que vous êtes, la JE. Je vous remercie à vous tous et à vous toutes d'être impliqués dans ces enjeux que je considère parmi les premiers enjeux de l'éducation nationale. Et je suis certain que si nous travaillons bien ensemble, nous pourrons faire œuvre utile et pour nos jeunes et pour notre pays. Merci beaucoup.